Comme le veut la formule consacrée, donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sébastien Boistel, je suis journaliste au mensuel Le Ravi, et c'est moi avec mon collègue Jean-François Poupelin, qui est aussi du Ravi. On est chargé, on a discuté avec Anticorps pour pouvoir animer cette journée. Pourquoi animer cette journée? Pourquoi demander à des journalistes du Ravi? Tout bêtement parce que on a réalisé un dossier, on a été assez rapidement au courant de ce colloque par le biais notamment de Cesare Mattina que vous avez pu entendre hier. Cesare Mattina qui a été un des premiers contributeurs du Ravi, qui, pour ceux qui ne connaissent pas ce journal, est né il y a 10 ans, région PACA, un mensuel indépendant qui fonctionne sans publicité et qui n'a d'autre richesse que ses lecteurs et ses sources d'information. D'où la sortie ce mois-ci d'un dossier corruption, une spécialité provençale, que je vous invite à lire et nous n'ayant pas les moyens d'être gratuits, à acheter, d'autant que nous traversons une passe très très difficile. Ce petit encart publicitaire terminé. Donc je suis chargé d'animer la journée et je vais laisser la parole à Jean-Claude Roger, le responsable d'Anticorps dans les Bouches-du-Rhône, pour introduire cette journée. Alors, je te laisse la place. Comme tu veux. Ouais, c'est Simplement le micro, comme tu veux. peut-être mieux que ça. Bonjour à tous. Donc, je souhaiterais, comme il se doit dans ce genre de manifestation, commencer par les remerciements, notamment la MMSH qui nous accueille dans ses locaux, et Laurent Mucchielli qui en est le responsable et qui a beaucoup œuvré pour que ce colloque ait de la consistance et puisse s'organiser. Les autres partenaires organisateurs, les intervenants dont on a pu juger hier de la qualité des interventions. Je voudrais remercier chaleureusement les adhérents d'Anticorps qui se sont beaucoup mobilisés ici pour qu'on puisse organiser cette manifestation. Le public, vous tous, qui êtes venus nombreux, et c'est une grande satisfaction pour nous. Et puis, tous les journalistes des médias qui sont venus aussi nombreux pour relayer cette manifestation, ce dont on se félicite. Alors, quelques mots très rapides sur ce colloque, sur ce premier colloque. Donc, qui visait à réunir différents acteurs, à mener à lutter contre la corruption et les pratiques qui en découlent. Ces échanges, même s'ils sont éphémères et occasionnels, sont, me semble-t-il, importants et pourront permettre aux uns et aux autres de progresser sur le terrain de la lutte contre la corruption. Par ailleurs, dans un contexte rendu particulièrement délétère en raison de la multiplication des affaires et le climat de violence actuel qui règne dans la région, notre colloque est, me semble-t-il, un signal fort envoyé au public et montrera également à ce public l'implication de tous ces acteurs dans la lutte contre la corruption. Cette journée étant plus particulièrement à teneur militante, je vais tenir quelques propos un peu plus militants et un peu plus proches de nos activités d'Anticorps. Alors, notre association Anticorps, elle s'est fait connaître au travers de son implication dans des dossiers emblématiques et grâce au talent et à la combativité de notre avocat Jérôme Carsanti.
En créant le groupe Anticorps 13, il y a maintenant presque 3 ans, j'imaginais que l'essentiel de notre tâche se porterait sur l'étude et le cas échéant la révélation d'affaires de corruption. Si effectivement nous sommes richement dotés de ce côté, très bien servis, le fait de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller au-devant du public, notre volonté de nous intéresser à l'ensemble des cas qui nous parviennent nous a fait découvrir une autre réalité. Comme cela a été très bien décrit hier par les chercheurs, la corruption se présente de manière complexe et sous différents visages. Le terme de système a été fréquemment employé. Nous découvrons effectivement au fur et à mesure que des dossiers nous parviennent des ensembles qui fonctionnent un petit peu à l'image de notre système solaire. Nous sommes frappés par leur degré de complexité, du moins en apparence, comme le soulignait hier Gilles Dutheil. Leur nombre, sachant que nous avons connaissance que d'une infime partie de ce qui se passe. Nous remarquons également que ces affaires ne sont pas simplement l'apanage des grandes villes. Nous avons des affaires dans les plus petits villages. Et donc, on constate qu'il y a une forte imprégnation de tous ces systèmes géographiquement. Et surtout ici, en tous les cas, sur toute la surface du département. Donc voilà qui nous alerte. Ces systèmes peuvent se révéler violents, destructeurs et dangereux. Nous sommes également frappés par le degré de souffrance qui peut être infligé à des personnes qui refusent de se laisser entraîner dans la barbouzerie ambiante. Et je peux vous assurer que ce ne sont pas des cas isolés qui viennent vers nous et que dans la majeure partie des cas, ce qui incite les personnes à venir vers Anticorps, nous porter leur dossier, ce sont des combats souvent interminables qui durent depuis des années, dans lesquels les gens se sont épuisés. Ils arrivent dans un état psychologique extrêmement difficile, bien souvent. Il y a eu de la violence psychologique, quelquefois physique, des dégradations de biens, dégradation de leurs véhicules, des gens qui se font agresser physiquement, qui ont pris des coups. Donc il faut savoir tout ça et il faut être conscient que tout cela existe et que c'est le vecteur principal qui nous lie à notre public. Je voudrais compléter ce constat par 2 observations. Notre association vient peu à peu, de manière singulière, s'intercaler de fait entre la société civile et les institutions judiciaires. On apparaît pour les gens de plus en plus comme un relais, et comme ça a été très bien dit hier par les magistrats, beaucoup de personnes n'osent pas aller directement vers la justice parce qu'ils craignent des représailles. Donc, ils viennent plus facilement vers nous, où ils sont à peu près sûrs, ou du moins c'est ce qu'ils espèrent, mais on essaie de faire notre job, d'être écoutés, d'être entendus, et de faire en sorte que les affaires qu'ils nous apportent, on en fera bon usage et qu'on les portera devant la justice. Le deuxième point, c'est que l'examen successif des dossiers qui nous parviennent fait apparaître de manière criante la défaillance,
voire l'absence d'organismes de contrôle efficaces. Donc en conclusion de ces quelques propos introductifs, je pense que notre association doit se soucier d'être une force de proposition face aux attentes de la population, aux attentes de ses adhérents, qui font montre d'une très grande détermination dans cette lutte. Il m'apparaît donc indispensable de mener rapidement une réflexion en termes d'organisation pour pouvoir apporter des réponses. Enfin, et là je vais peut-être tenir des propos un petit peu poil à gratter, mais qu'importe, c'est sans doute le plus important à mes yeux. On voit s'allumer un certain nombre de clignotants rouges, tout rouges, qui doivent nous alerter. On a noté hier un taux de défiance record des citoyens vis-à-vis des politiques. Et ce constat est très grave. Il traduit effectivement une perte totale de confiance dans les élites et donc à la fois de légitimité. C'est important. Nous nous sommes trouvés face également à des dirigeants politiques, son président en tête, qui, après des déclarations enflammées pendant sa campagne, fait des reculades, des volte-face. On a maintenant une équipe qui fait preuve, je dirais, de mollesse, voire d'inertie par rapport à tous ces problèmes. C'est extrêmement grave. Alors on nous propose des solutions, on a parlé hier d'un parquet, mais qui serait saisi uniquement par Bercy. Bref, ce sont des idées, mais si ça devait se mettre en place, c'est effectivement pas satisfaisant et ça ouvrirait à nos yeux la porte à tous les excès. Vous imaginez bien que si seul Bercy peut saisir ce parquet, on peut imaginer tous les arrangements possibles derrière, et je te donne cette affaire et je troque. En face de nous, on a des politiques qui ne sont pas des bisounours. On n'est pas dans ce monde-là. Donc nous devons rester extrêmement vigilants. Et face à cela, je pense que nous ne pourrons pas, au sein d'Anticor en premier lieu, mais dans la société ensuite. Mais j'insiste, au sein d'Anticor. Nous n'échapperons pas à un débat de fond sur la représentation citoyenne qui est, sans aucun doute, aujourd'hui, le meilleur espoir de trouver une clé efficace de lutte contre la corruption. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vais passer la parole à nos amis de Transparency International qui sont venus se joindre à nous. Pardon ? Donc, qui sont venus se joindre à nous pour participer à ce colloque. Donc, Madame Pierce, si vous voulez bien vous approcher. Merci, Voilà. 5 minutes, hein. Vraiment, c'est juste pour nous présenter, c'est Écoutez, tout. je vous laisse la parole. Oups. Merci beaucoup. Je vous remercie, Anticor d'avoir bien voulu nous inviter à assister à ce colloque qui hier nous a paru particulièrement intéressant et riche d'enseignements. Donc nous sommes effectivement contents d'être venus participer et assister et profiter de cette occasion donc
pour nous présenter auprès de vous, puisque nous, finalement, nous œuvrons dans la même direction, même si parfois nous n'avons pas tout à fait les mêmes actions. Nous sommes souvent, et Eric Alt pourra en témoigner, nous sommes souvent auditionnés, par exemple, auprès du Parlement récemment, auprès de différentes organisations européennes, sur les mêmes sujets, et même parfois en même temps. Et c'est bien volontiers que nous participons ensemble à ces travaux. Alors, cependant, je dirais que Transparency International France, dont je suis la représentante aujourd'hui, fait partie donc de Transparency International, qui est une organisation non gouvernementale dont le siège est à Berlin et qui comporte environ 110 sections à travers le monde. Donc c'est une organisation internationale, contrairement à la vôtre, qui est plus nationale. L'objet de cette association, depuis sa création en 1995, est donc l'amélioration dans le monde, et pour nous plus précisément en France, de la gouvernance publique et privée en termes de transparence, d'intégrité, de responsabilité, cela passant par une action résolue de prévention et de lutte contre les différentes formes de corruption, de blanchiment et fraude. Donc nous menons des actions de sensibilisation, de plaidoyer et d'alerte, et nous essayons d'apporter notre expertise aux différents acteurs de la société. Nous avons une activité donc également dans la lutte transnationale, car effectivement le phénomène de corruption a pris une dimension internationale dont on a bien parlé hier, qui sape démocratie et état de droit, qui entraîne les violations des droits de l'homme, qui fausse le jeu des marchés et crée un terrain propice à la criminalité organisée. Donc l'association a décidé d'intervenir dans des affaires judiciaires qui nous ont paru particulièrement graves, dans laquelle d'ailleurs nous avons été un petit peu sollicités pour intervenir, et c'est l'affaire dont nous avons parlé hier, dite des biens mal acquis, au terme effectivement d'une jurisprudence qui a été une décision historique, on peut dire, de la Cour de cassation. Nous avons été déclarés recevables à nous constituer partie civile dans l'affaire dite des biens mal acquis, qui a permis l'ouverture d'une information judiciaire visant les conditions dans lesquelles de très importants patrimoines ont été acquis en France par des chefs d'État africains et par leurs familles. Et là, il s'agit de 3 chefs d'État du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo. À ce jour, et malgré, je dirais, les freins constants qui ont été apportés à notre action par le parquet, car nous avons vraiment dû pas mal lutter, nous avons réussi, enfin, les opérations se sont soldées par la mise sous scellé de 200 mètres cubes d'objets de grande valeur, de nombreux véhicules, tous plus luxueux les uns que les autres, et d'un hôtel particulier situé dans le 16e arrondissement. Nous avons, le 19 juin dernier, en accord avec l'ensemble des militants du Bouches-du-Rhône, nous avons décidé de nous constituer partie civile à vos côtés dans le cadre de l'instruction de l'affaire Guérini. Il nous a en effet paru que l'étendue et la récurrence des pratiques mises à jour par les médias dans cette affaire était de nature à porter un grave dommage au fonctionnement des institutions démocratiques et au crédit du personnel politique de la région. Nous avons créé à travers le monde des associations d'aide aux victimes, et nous en avons 50 ou 60 à peu près en ce moment à travers le monde. Et j'indique simplement que lors de l'affaire des biens mal acquis, nous avons quelques particuliers dans les pays africains qui s'étaient joints à nous. Un est mort ainsi que toute sa famille dans l'incendie de sa maison au Gabon, et un autre qui vivait en France a au même moment vu l'ensemble de sa maison brûler. Heureusement, il n'était pas à ce moment-là à l'intérieur et il y a réchappé. Nous suivons les conventions internationales anticorruption. S'agissant de la convention de l'OCDE, chaque année nous publions un progress report
au terme de laquelle, en ce qui concerne la France, nous avons noté que seulement 5 condamnations ont été prononcées en 12 ans, qui n'ont donné lieu qu'à des sanctions extrêmement minimes et à des amendes ridicules au regard des marchés et des commissions qui étaient versées. Nous suivons également la Convention des Nations Unies, remarquant que celle-ci est appliquée de façon très inégale, et nous essayons de mise en place d'un mécanisme plus suivi et de façon à ce que cette convention soit crédible et efficace. L'Union européenne nous a demandé d'élaborer un suivi du système national d'intégrité, ce que nous faisons, ce que nous avons fait, et nous essayons de le mettre à jour chaque année. Nous avons, dans le cadre du G8 et du G20, fait un certain nombre de recommandations à nos dirigeants. Notre président a été reçu par M. Hollande la semaine dernière, avant le G20, et a pu lui faire nos recommandations, notamment en matière de lutte contre la corruption et la fraude fiscale internationale, de transparence des industries extractives, du secteur financier avec une obligation de reporting, et une lutte contre la fraude fiscale internationale avec, effectivement, nous l'espérons, un échange automatique d'informations fiscales entre les différents pays du G20. Voilà, je crois que je n'ai plus beaucoup de temps pour vous parler de notre association. J'indique simplement que nous faisons, et c'est très bien accueilli, des sessions de formation auprès des lycées et des grandes écoles, ainsi que des entreprises. Nous avons des petits kits, nous allons dans les lycées et collèges, on fait des cas pratiques avec les étudiants qui sont passionnés et qui comprennent et touchent du doigt un petit peu ce que c'est que la corruption. Espérons de cette façon que plus tard, ils se souviendront de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont appris sur cette corruption. Voilà. Merci en tout cas. Je vous ai mis là la dernière lettre de transparence ainsi que notre position sur le Parlement dont nous voudrions faire une maison de verre. Vous les trouverez sur le portail. Merci beaucoup. Donc nous avons un petit quart d'heure de retard. Si on continue comme ça, nous n'aurons pas de pause entre les deux tables. Donc pour préserver justement cette question du timing et pour pouvoir avoir un débat à l'issue de chacune des tables, je vais demander aux intervenants d'être on ne peut plus bref, de s'en tenir à leurs 20 minutes. Je passerai des petits papiers. Ensuite, lors des discussions générales, d'être plutôt dans le registre de la question que dans le registre du commentaire ou du témoignage, même si ça peut être intéressant, mais on peut le faire aussi à l'extérieur. Et je vais demander, pour aller on ne peut plus rapidement, aux intervenants de se présenter directement et le plus rapidement possible. Merci. Ça marchait tout à l'heure. Si ça ne marche pas, on fera ça sous la forme classique. Eric Hatt, je suis vice-président d'Anticor et par ailleurs, je suis co-auteur avec ma collègue Irène Luc de l'ouvrage L'esprit de corruption que vous trouverez ici à l'entrée. Il m'a semblé intéressant, alors qu'une fenêtre d'opportunité assez unique s'était ouverte pour améliorer la législation en matière de lutte contre la corruption, de faire un point d'une bataille qui a été engagée très rapidement, qui n'a pas été très bien engagée, et de résultats qui sont, disons, très mitigés. Pourquoi ? La bataille a été mal engagée, et je dirais même que c'est un cas d'école de ce qu'il faut faire pour mal engager une bataille, parce que, d'abord, on a dénié le sujet. C'est fréquent en matière de corruption. C'est un mouton noir. Évidemment, Cahuzac, un mouton noir particulier, mais vous vous souvenez, les premiers jours, c'était le déni, c'est une affaire individuelle. Deuxième raison, la moralisation, le choc de moralisation. Et le choc de moralisation, ça nous dispense de réfléchir sur les pouvoirs, sur l'équilibre du pouvoir, sur ce dont on a réellement besoin, à savoir l'application des lois en vigueur et éventuellement l'ajustement, l'amélioration de la législation applicable. Ensuite, la précipitation.
dans la plus pure tradition sarkozyste, un problème, une loi. Ensuite, l'impréparation juridique. C'est vrai qu'on n'avait même pas traduit sous forme juridique le rapport Sauvé ou le rapport Jospin. C'est la communication qui prime tout. Et d'ailleurs, le prix à payer de cette logique de communication a été élevé, parce que la publicité des patrimoines, c'est quelque chose qui n'était pas du tout utile, que nous ne demandions pas pour lutter contre la corruption. On demande aux élus de faire un sacrifice qui n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c'est de connaître l'enrichissement des élus. C'est de s'assurer que les élus n'ont pas fait un usage à fin personnelle de leur mandat. Alors, donc là, on peut y aller. Voilà. Et le diapo. Non. Donc c'est effectivement de faire... voilà, je laisse notre spécialiste technique mettre en œuvre le PowerPoint. Donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, nous n'avions pas besoin de cela. On a besoin de savoir ce que c'est que l'enrichissement. Et comme les élus se sont cabrés, eh bien, on retiendra de cet épisode que cette loi de transparence est une loi de vraie fausse transparence. Je vous rappelle ce que disait Pierre Lascoum hier, citant Ezra Suleiman. Donc là, c'est le président en train d'affirmer « je serai implacable contre la corruption ». Au regard de cette fenêtre d'opportunité, je dirais que nous autres associations n'avons pas été trop mauvais, parce que d'abord nous nous étions préparés, nous avions des alliances dans le cadre notamment de la plateforme Paradis Fiscaux, nous avions un sens du concret, nous avons porté des amendements très précis, particulièrement anti-corps. Nous avions des relais locaux, donc un certain nombre de groupes locaux sont allés voir leurs députés, et nous avons même eu des échanges avec la Commission consultative nationale des droits de l'homme, et nous nous sommes retrouvés sur des positions qui étaient très proches de celles de la Commission consultative des droits de l'homme, et c'est toujours une bonne chose d'avoir ainsi un appui d'une autorité morale. Voilà. Alors, dans ce contexte-là, nous avons un bilan. C'est la première chose que je voudrais envisager avec vous, le bilan. Et ensuite, s'agissant d'un bilan mitigé, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette période assez unique dans l'histoire depuis 20 ans en tout cas, en matière de législation contre la corruption. Donc, bilan, des audaces mesurées, des blocages, des renoncements. Vous avez là Yann Galluc, qui est le rapporteur de la loi fraude, et qui a fait preuve d'un volontarisme certain auquel je rends hommage. Mais bilan, donc globalement très mitigé, quelques avancées. Il ne sera pas dit que cette loi n'a été totalement inutile, en tout cas les lois fraude et transparence. Nous avons maintenant des amendes proportionnelles au chiffre d'affaires, nous avons une prescription différée des infractions dissimulées. Donc, souvenez-vous de ce qui a été dit hier sur les délits clandestins. Alors, ça a été supprimé au Sénat. Donc, il faudra encore que l'Assemblée nationale le rétablisse. Pas sûr. Nous avons le délit de fraude fiscale en bande organisée, ce qui signifie que nous avons des possibilités de recourir à des moyens d'enquête plus sévères, plus renforcés, sous forme de sonorisation, d'écoute téléphonique notamment. Nous avons un statut, ou plus exactement la possibilité pour les repentis de voir leur peine réduite. Nous avons une prescription fiscale qui a été allongée. Nous avons un registre des trusts qui sera mis en œuvre. Et nous avons un encadrement des prix de transfert, une définition du conflit d'intérêts, des déclarations d'intérêts et une obligation de déport. Nous avons de nouvelles incompatibilités, nous avons une haute autorité de la transparence, nous avons une législation sur le financement des partis qui a été un peu améliorée, nous avons une publicité de la réserve parlementaire et nous avons un allongement de 5 à 10 ans de l'inéligibilité. Voilà, ça, c'est sur les avancées mesurées, techniques, opportunes, mais relativement modestes à l'égard de l'ensemble des enjeux. En revanche, ce qui m'intéresse, ce sont les blocages. Les blocages importants, premier d'entre eux, ce qu'on appelle le verrou de Bercy. Vous savez, on en a parlé hier, pour que le parquet puisse agir en matière de lutte contre la fraude fiscale, il faut que le ministre en charge du budget saisisse l'autorité judiciaire.
Et là, quand même, on l'a dit, on crée un procureur spécialisé en matière de lutte contre la fraude fiscale. Ce n'est pas forcément quelque chose d'indispensable, mais on crée un procureur. On ne va pas faire de ce procureur le petit télégraphiste de Bercy. Et surtout, on ne doit pas faire de ce procureur le petit télégraphiste de Bercy si les infractions de fraude fiscale sont découvertes au cours d'une enquête judiciaire. Si un juge d'instruction est saisi d'abus de biens sociaux, s'il découvre au cours de son enquête une infraction de fraude fiscale, si cette fraude fiscale ne peut pas être requalifiée de blanchiment, eh bien, il faut que ce soit transmis à Bercy et que Bercy saisisse à nouveau le juge compétent. Enfin, que Bercy saisisse le procureur qui va faire des... Non, c'est normal. Là, on est sur le... Voilà. Donc, Bureau de Bercy, premier sujet. Deuxième sujet, c'est la question des associations qui ont la possibilité, qui devraient avoir la possibilité de se constituer partie civile pour éventuellement se substituer à un parquet défaillant en matière d'action contre la corruption. Je rends hommage à la garde des Sceaux. Actuellement, il n'y a pas d'interférence avec les affaires judiciaires. Enfin, c'est une pratique, elle peut changer du jour à l'autre et elle peut changer à la faveur d'un changement de législature. Donc ce que je dis, c'est qu'il était quand même important, ça a été confirmé hier dans les débats, important pour les associations de se constituer partie civile. Alors, les associations devront être agréées, ce qui n'est pas le droit commun pour les associations qui peuvent se constituer partie civile. Elles devront être agréées. Oui, mais je sais, mais si la dernière fois, voilà, dans la dernière, c'est pas important. Je veux dire, c'est juste pour avoir le. Je ne comprends pas l'informatique à ces mystères, mais je pense que je suis clair sur les enjeux. Donc, s'agissant de l'action des associations, il y aura besoin d'un agrément, et d'un agrément par une autorité qui ne sera pas forcément une autorité administrative indépendante, qui sera le ministre de l'Intérieur, probablement. Et en plus, le Sénat a supprimé ce texte. Il va donc devoir être rétabli par l'Assemblée nationale. On peut raisonnablement espérer que l'Assemblée nationale va rétablir ce texte, mais nous ne sommes pas à l'abri de mauvaises surprises. Nous avons aussi des blocages sur les lanceurs d'alerte et sur les témoins. Nous avions proposé un texte assez ambitieux pour faire en sorte que les lanceurs d'alerte soient protégés à la manière dont le sont au Québec les divulgateurs d'actes répréhensibles, s'agissant notamment du secteur public. Mais en la matière, nous n'avons pas été suivis, nous n'avons pas emporté la conviction du législateur, et effectivement, c'est une déception sur ce terrain-là. Nous avons été déçus sur le lobbyisme. Nous avions proposé un amendement, pourtant un amendement modéré. Je sais que certains à Anticor sont pour l'interdiction du lobbyisme. Nous avons proposé un amendement qui était plutôt calé sur ce qui se fait au Québec, où il y a un commissaire au lobbyisme qui enregistre les lobbies, qui définit un code de déontologie, qui sanctionne les manquements à ce code de déontologie, qui éventuellement prononce l'interdiction pour des lobbyistes d'exercer. Nous n'avons pas emporté la conviction du législateur. Nous avions souhaité aussi qu'en matière d'arbitrage, on supprime la possibilité d'un arbitrage s'agissant du droit interne, s'agissant des intérêts de l'État. Un amendement Tapie-Lagarde. Le ministre a dit qu'il travaillerait au sujet. Nous avons suggéré que la comparution avec reconnaissance de culpabilité en matière de corruption n'était certainement pas la meilleure manière de travailler. Le ministre s'est engagé, la ministre de la Justice s'est engagée à prendre une circulaire pour dire que les grandes affaires de corruption ne devaient pas faire l'objet de se plaider coupable, mais ce sera par voie de circulaire. Donc on pourra toujours transiger, même pour des affaires importantes, si on veut se soustraire à la circulaire de la ministre. Nous avions souhaité la sanction du trafic d'influence sur agents étrangers, parce que vous savez que, ça a été rappelé à l'instant, la France a fait l'objet d'un rapport très sévère de l'OCDE pour dire
depuis que la France est partie à cette convention, il n'y a que 4 condamnations, dont une condamnation importante. Le trafic d'influence, c'est quelque chose qui donnait au juge une marge de manœuvre un peu supérieure. Ça n'aurait pas amené un grand nombre d'entreprises devant les juridictions, mais ça aurait quand même assoupli le système. Le ministre a dit tous les pays qui sont partis à la convention CDE ne sont pas sur ce registre-là, et donc nous n'incriminons pas plus que les autres pays le trafic d'influence. Et ensuite, nous n'avons pas non plus emporté la conviction sur les incompatibilités entre fonctions dirigeantes d'entreprises publiques et d'entreprises privées. Pourtant, c'était quelque chose qui était dans le rapport Sauvé. Et nous n'avons pas plus... enfin, là, je comprends. Le législateur s'est cabré. Mais sur le patrimoine à demi caché des parlementaires, je comprends ce qui a été décidé. Mais c'est vrai que ça fait très mauvais effet. Très mauvais essai. Alors, très mauvais effet. Alors, en plus de ça, il y a des renoncements. Voilà. Donc ça, c'était les blocages. Ensuite, renoncement. Renoncement, on aurait pu penser qu'on se sert d'une loi de lutte contre la corruption pour aménager, pour réfléchir au secret défense. L'affaire des frégates de Taïwan. On aurait pu penser qu'on réfléchirait sur la réforme du SCPC, Service central de prévention de la corruption. Car quand même, la prévention, c'est quelque chose d'important en ce domaine. On n'en a pas du tout parlé dans le projet de loi. Puis penser que, bon, puisqu'il y a un procureur financier spécialisé, qu'il y ait peut-être des officiers de police judiciaire détachés auprès de l'autorité judiciaire pour les affaires sensibles, à la manière de ce qui se passe en Italie. Je rappelle qu'en Italie, dans les grands tribunaux, l'équivalent des JIRS, juridictions interrégionales spécialisées, il y a 3 officiers de police judiciaire pour un substitut. On aurait pu penser qu'on impose l'obligation pour le procureur de poursuivre dans ces affaires sensibles. Ça s'appelle la légalité des poursuites. Ça existe en Espagne, en Italie, en Allemagne. Ce n'est pas extraordinairement subversif. C'est vrai que ça tranche par rapport à l'opportunité des poursuites. On aurait pu penser qu'il y ait une haute autorité qui soit désignée sur des modalités un peu différentes, parce que nous avons dit effectivement la haute autorité, elle va être désignée un peu comme l'ancienne commission de transparence, par un vote au sein de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Cour des comptes. Là, nous avons été un peu utopiques, nous avons dit, après tout, il y a des juristes compétents qui ont plus de 10 ans d'ancienneté, est-ce qu'on ne devrait pas tirer au sort à l'intérieur de ces juristes compétents ? Bon, là, on nous a regardé avec un grand sourire, le tirage au sort, même au sein d'un petit groupe compétent, on n'y pensait pas. Bon. Donc, nous n'avons pas été suivis là-dessus. J'ajoute que, par ailleurs, en dehors de ces lois sur la transparence et sur la fraude, d'autres projets très importants ont été abandonnés. La réforme du statut du parquet, pourtant très modeste, réforme du statut du parquet, pour donner au Conseil supérieur de la magistrature un pouvoir d'avis conforme, donc de veto s'il n'est pas d'accord avec la proposition du garde des Sceaux. Réforme de la Cour de justice de la République, abandonnée. Réforme du statut pénal du chef de l'État, promesse du président abandonnée. Et semi-abandon du cumul, je dis semi-abandon parce qu'on aura quand même, a priori, en 2017, la nouvelle législation qui entrera en vigueur. Alors, quelles sont les analyses qu'on peut tirer de ça? Moi, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas dans un système bloqué? Dans un système bloqué, est-ce qu'il n'y aurait pas un plafond de verre sous la Ve République? Plafond de verre qui fait qu'on ne reconnaît pas le pouvoir judiciaire, qu'on n'aime pas les contre-pouvoirs, qu'on n'aime pas les contrôles, qu'on ne reconnaît pas le pouvoir judiciaire. C'est toujours le président de la République qui est garant de l'indépendance de la justice, sous la Ve République. Est-ce qu'il n'y aurait pas un système bloqué parce qu'il y a un groupe d'intérêts? On appelle parfois ça, si on veut être un peu polémique, mais c'est entré dans le langage courant, une oligarchie. Alors certes, ce n'est pas le même groupe d'intérêts qui est au pouvoir selon que c'est la majorité ou l'opposition, mais globalement, il y a un groupe d'intérêts et ce n'est pas dans la nature d'un groupe d'intérêts que d'aliéner ou que de permettre des contre-pouvoirs ou que de permettre de renoncer à son propre pouvoir.
Souvenez-vous de la fable de la grenouille et du scorpion. Ce n'est pas dans la nature d'un groupe d'intérêt de renoncer à ses privilèges. Et c'est vrai que si on lui impose de la transparence, c'est l'imposer de renoncer un peu à ses privilèges. Donc nous sommes dans une démocratie peut-être résiduelle, interstitielle. On peut dire des choses, on peut mener des actions de plaidoyer, mais on ne peut infléchir le cours des choses que de façon marginale. C'est ce que je retiens un peu de cette expérience de plaidoyer que nous avons faite. Alors, est-ce qu'il faut dire qu'il y a un caractère performatif de l'action politique? Vous savez, la performance en matière linguistique, c'est le président qui ouvre la séance, qui dit « je l'ouvre », et par le seul fait qu'il dit « je l'ouvre », elle est ouverte. Donc là, il y aurait peut-être le président qui dit « je serai implacable contre la corruption », et du seul fait qu'il le dise, l'État est implacable contre la corruption. Bon, lisez Christian Salmon, La démocratie cannibale. Peut-être notre démocratie est-elle un peu somnambule. Lisez Edgar Morin sur ce sujet. Peut-être aussi, c'est pas l'explication la plus sérieuse, mais ce n'est pas la plus sotte non plus. C'est un ouvrage de sciences politiques un peu parodique qui était paru il y a quelques années, Marc-Antoine Burnier et François Bon, qui disait en fait que le meilleur perde. En réalité, nous n'avons rien compris au fonctionnement de la démocratie. Les hommes politiques ne sont pas là pour garder le pouvoir. Dès lors qu'ils y sont, ils n'ont d'autre fin que de le laisser à l'opposition, parce qu'ils sont bien plus confortables dans l'opposition qu'à la majorité, où ils sont confrontés à l'exercice de l'État. C'est une parodie, il y a beaucoup d'ironie dans cet ouvrage, mais après tout, si il faut dire que le meilleur perde, peut-être qu'en la matière, nous avons été tellement déçus que cette parodie est toujours valable aujourd'hui. Enfin, relisez ce texte. Alors, conclusion. Qu'est-ce qui nous reste à faire? Je dirais d'abord restituer aux citoyens sa place dans la démocratie. En finir avec une démocratie d'acclamation et de résignation. On acclame le vainqueur tous les 5 ans et ensuite on se résigne à être spectateur de l'exercice du pouvoir. Non, la démocratie n'est pas un choix entre des offres, c'est un pouvoir d'agir. Comme disait Pierre Mendès France, ce n'est pas une fois tous les 5 ans qu'on se déplace aux urnes, il faut pouvoir agir dans ces 5 ans. Et donc on peut agir même à la marge, Il y a un effet de levier. Quand les élections sont juste à 50-50, eh bien peut-être que les 1 ou 2% qui sont déterminés en matière de lutte contre la corruption, ils peuvent faire la différence. C'est la théorie du flocon de neige qui provoque une avalanche. C'est la théorie du battement d'aile du papillon qui crée des orages à l'autre bout du monde. Deuxièmement, penser globalement, agir localement. C'est ce que nous faisons un peu à Anticorps. Donc mettre en place une contre-démocratie de surveillance et de vigilance. Ce dont parlait Rosan Vallon, c'est une tradition, effectivement, c'est un langage révolutionnaire. Il est normal de se méfier du pouvoir, il est normal de mettre en œuvre des mécanismes qui permettent de surveiller le pouvoir, d'avoir une expertise, une action qui permettent d'agir à cette fin. Et enfin, pour conclure, revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qui est à l'origine de la République? C'est la Déclaration des droits de l'homme. Et d'ailleurs, le préambule de la Déclaration des droits de l'homme nous dit que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Et donc nous avons effectivement l'égalité devant la loi, l'égalité devant l'impôt, la séparation des pouvoirs, le droit de demander compte aux agents publics de leur administration, qui sont autant d'obstacles aux abus de pouvoir. Et c'est ce qui fait notre condition de vivre ensemble, c'est ce qui fait que nous sommes encore dans ce qui reste de démocratie. Et c'est donc ça, en dehors d'un certain nombre de propositions plus techniques, mais c'est ça qui est le sens de notre action. Et j'entends bien que nous continuons dans cette fin. Voilà, merci. Désolé pour le PowerPoint. Bon, on appelle le prochain intervenant.
Jérôme Carsanti, avocat d'Anticor. Le combat judiciaire de la lutte contre la corruption, pourquoi faire? Même punition que les autres, 20 minutes. Vous entendez pas là? Là oui. J'étais un peu loin. Je présentais Jérôme Carsanti, mais il va le refaire mieux. Bonjour, donc Jérôme Carsanti, avocat et également avocat d'Anticor. La question qui est posée aujourd'hui et que je vais essayer de traiter est celle de l'action judiciaire, pourquoi faire, le combat judiciaire, pourquoi faire, et je voudrais tout de suite lever une réserve puisque nous avons eu hier des intervenants qui ont fait des exposés particulièrement éloquents mais généraux pour dire que la réponse que je vais tenter d'apporter est une réponse nécessairement conjoncturelle, une réponse surtout de mon expérience d'avocat pour Anticor et non pas une réponse à qu'est-ce que la bataille judiciaire et pourquoi une bataille judiciaire au sens général. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que pour traiter ce sujet, c'est d'abord un sujet d'expérience et que le bilan qui pourrait être tiré ne sera qu'un bilan provisoire et que peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, nous dirons autre chose que ce que je dirai tout à l'heure en l'état de mon avis, en tout cas de ce que j'ai ressenti de ce combat judiciaire. La dernière chose, c'est que nécessairement traiter ce sujet, c'est aujourd'hui donner l'impression qu'on y a beaucoup réfléchi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup pensé en amont les motifs d'une action judiciaire. Or, en réalité, les choses se sont faites de manière souvent empirique, parfois impulsive, d'opportunité aussi, de rencontres, de disponibilité. Bref, je vais tenter néanmoins de vous faire croire que tout a été pensé et réfléchi, mais vous en tirerez vous-même la réalité de ce que ça a été in fine. La deuxième chose et la dernière chose sur cette introduction, c'est que l'expérience judiciaire d'Anticor est une expérience très récente, même si elle a été symboliquement importante, puisque la première action judiciaire que nous avons lancée est une action judiciaire, j'y reviendrai, à l'encontre de François Pérolle, et qui date de 2009, nous sommes en 2013, donc l'expérience judiciaire d'Anticor n'a que 4 ans. Et donc une expérience assez courte néanmoins pour en tirer toutes les conséquences. Alors je vais traiter, comme tout bon juriste, mon plan en 2 parties. La première partie, je traiterai du cadre de notre action judiciaire pour aborder dans un deuxième temps les objectifs de notre action judiciaire. Alors, d'abord, définir quel a été le moteur de cette première action judiciaire. Ce n'était pas dans la mission d'Anticor que d'agir en justice. Enfin, je ne crois pas, je n'étais pas parmi ceux qui ont pensé Anticor, mais je crois que l'idée n'était pas à l'origine d'être fer de lance de l'action judiciaire, ni d'être sur le terrain judiciaire. L'idée était de regrouper des élus à travers une volonté d'attirer l'attention sur les dérives de notre démocratie et d'être un groupe de réflexion, un groupe de travail, aussi un groupe d'opinion et d'essayer de capillariser l'ensemble des citoyens autour de ces questions de réflexion. Donc, ce n'était pas un objectif central, même si effectivement dans nos statuts nous avions la possibilité d'ester en justice et qui avait été prévu, c'était véritablement occasionnel et marginal. D'autre part, et on l'a suffisamment rappelé hier et encore aujourd'hui avec Éric Alt, le droit est extrêmement rétif à l'action des associations et notamment des associations de lutte contre la corruption, puisque ni les articles 2.1 et suivants du Code de procédure pénale, ni des dispositions particulières ne permettent en réalité aux associations de lutte contre la corruption de se constituer partie civile. C'est donc ni l'esprit, ni le texte ne nous amener à engager des actions judiciaires. Cependant,
pour se situer un peu dans le contexte, on est en 2009 et Anticor n'a pas encore 10 ans. Je crois qu'on a quelques années, je ne sais pas, 5-6 ans. On a 10 ans en 2009 ? Oui, c'est ça. Donc on n'a pas 10 ans en 2009. Et il y a effectivement cette existence d'Anticor qui commence à s'inscrire dans le paysage, mais qui reste néanmoins assez confidentielle par les citoyens. Et en même temps, je crois, en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu a posteriori, qu'il y avait réellement une aspiration. C'est-à-dire que la réflexion d'Anticor était une réflexion qui était au cœur des préoccupations démocratiques et citoyennes. Et donc il y avait un décalage qui était manifeste entre ce que représentait intellectuellement et potentiellement Anticor et la réalité de son influence et de la connaissance par l'opinion publique. Deuxièmement, je pense qu'il faut se rappeler qu'en 2009, on a déjà 2 ans de Nicolas Sarkozy, et c'est pas rien en ce qui concerne les abus de pouvoir, les abus d'autorité, les manipulations de la justice. On a derrière plus de 10 ans de Jacques Chirac, et on sait à quel point la justice a été manipulée, les affaires entravées, et à quel point, en réalité, tout a été fait pour étouffer tout ce qui pouvait sortir et mettre en péril, ou en tout cas en cause, sans mettre en péril, le pouvoir. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a un véritable ras-le-bol citoyen, et que, sous l'inspiration, et je peux le dire Éric, je pense que tu ne m'en voudras pas de le dire aujourd'hui, que Éric Alt dit pourquoi, à ce moment-là, on est en 2009, François Peyrol, qui était secrétaire général adjoint de l'Élysée et qui avait travaillé pendant 2 ans à la fusion de 2 entités bancaires, qui étaient les banques populaires et les caisses d'épargne, au sein de l'Élysée, se trouve téléporté en qualité de président des deux entités bancaires. Et donc, le constat est manifeste, il y a ce qu'on appelle de la prise illégale d'intérêt. En tout état de cas, c'est l'analyse que Éric Alt fait et que je partage. Et on dépose plainte, effectivement, en disant il faut que ça s'arrête. Il faut qu'à un moment donné, puisque le pouvoir politique, puisque la justice ne se saisit pas de ces problèmes importants, il faut que nous, on mette le pied dans la mare. C'est-à-dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Et nous déposons plainte essentiellement avec le constat qu'il y a une inertie totale du ministère public en ce qui concerne les puissants, en tout cas ceux qui sont proches du pouvoir politique de l'époque. L'enseignement qui nous a, je crois, tous surpris en réalité, c'est qu'il y a eu une bombe médiatique autour de ce dépôt de plainte. Je pense qu'on ne l'a même pas envisagé. Moi, à l'époque, je n'avais même pas un contact AFP. C'est un journaliste de la AFP qui téléphone à mon bureau, qui me dit « J'ai appris que vous aviez déposé plainte dans l'affaire François Peyrol. Je fais une déclaration parce que je l'ai au téléphone. » Et ça a été, alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'actu du jour, et pendant une journée, on n'a parlé que de ça, et on a été totalement stupéfait. Mais stupéfait au beau sens du terme, non pas parce qu'il y avait cet écho médiatique, parce que l'écho médiatique n'a pas de sens en soi. Il n'a de sens que parce qu'il révèle en réalité à la fois l'attente des journalistes, mais également l'attente citoyenne, et je crois qu'on a répondu à ce moment-là à un besoin. Ça, c'était l'histoire du moteur. Qu'est-ce qui a mis en route le moteur ? J'ai intitulé mon intervention « Combat judiciaire », et je crois que Raymond Avrier m'a reproché ce terme un peu guerrier. Je n'ai pas d'autres mots, parce que mon expérience d'avocat d'Anticor n'est qu'une expérience véritablement de combat. De combat parce que je veux citer ici 3 exemples. L'affaire Peyrol, dont j'ai parlé, l'affaire des sondages de l'Élysée, l'affaire Chirac, pour parler de ces 3 affaires, mais nous avons également les dépenses de communication, l'affaire Karachi. Bref, je n'ai pas d'expérience
d'avocat pour Anticor qui n'a pas été une expérience extrêmement difficile de combat. Et ce qui a été manifeste, c'est que le combat que j'ai mené pour Anticor est un combat qui n'était pas contre les personnes mises en cause, parce que encore fallait-il les toucher, ces personnes mises en cause. Le combat que j'ai principalement mené est un combat contre le ministère public. Et hier, quand j'interrogeais vraiment gentiment le ministère public présent, le représentant du ministère public présent du parquet financier de Marseille, en lui disant « mais je vous vois côte à côte avec le juge d'instruction Duchesne, ensemble piloter des actions contre M. Guérini, pour ne pas le citer, comment se fait-il que ça se passe comme ça à Marseille ?» C'est une particularité locale que j'espère, grâce aussi au groupe Anticor 13, va se multiplier grâce aux groupes locaux. Mais c'est une particularité. La réalité judiciaire, c'est que les outils du droit, et je ne vais pas ici faire un cours de droit, mais le code de procédure pénale est fabriqué pour le parquet. Le parquet a, dans les outils du droit, tous les moyens de freiner l'action citoyenne et l'action d'Anticor. On a à tous les stades de la procédure la possibilité pour le parquet de freiner. J'en donne un exemple. À partir du moment où une plainte simple a été déposée et que l'action de poursuite peut s'engager, bien sûr, le procureur de la République peut classer sans suite. On peut passer outre et au bout de 3 mois, saisir le juge d'instruction par plainte avec constitution de partie civile. Ah ben je commence à peine. Bon, d'accord. Alors il faut que j'aille vite. Je pensais que